Lors de notre nuit de noces, j'ai refusé de permettre à mon mari de se rapprocher davantage. Mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai prononcé des mots durs, le comparant à un paysan grossier. En entendant cela, son visage pâlit, ses lèvres tremblèrent, mais il ne répondit pas. En silence, il étendit le tapis de prière et fondit en larmes. Je ne me sentais pas désolé. Je me tournai de l'autre côté et m'endormis, indifféremment. Quelques jours plus tard, il m'a remis des papiers avec une demande, ouvert seulement demain. Quand je me suis réveillé et que je l'ai lu, j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Un cri s'échappa de ma gorge, brisant le silence de la matinée. C'était trop. Le mariage avait été arrangé contre ma volonté. Après la cérémonie, j'ai voyagé 10 heures en bus jusqu'au village où il vivait, un lieu perdu dans le temps. Ma famille m'a livré à un homme que je connaissais à peine, un agriculteur grossier, alors que je rêvais d'une autre vie. Diplômé, cultivé, avec de plus grands rêves que ce misérable destin. Que me restait-il d'autre que pleurer sur mon malheur? Lorsque Ghulam Mohammad est entré dans la pièce, mon dégoût a été immédiat. Il portait une tunique blanche usée, une moustache épaisse, des dents proéminentes, l'image parfaite d'un homme de la campagne. Il essaya de sourire, mais ne parvint qu'à montrer une bouche pleine de dents tordues. Il s'est assis à côté de moi, m'observant avec une attention qui me dégoûtait. « Je suis très chanceux d'avoir une femme aussi belle et instruite », a-t-il déclaré. Ma réponse fut froide, et je n'ai pas de chance d'avoir un mari ignorant et grossier comme toi. Il pâlit encore plus. Il faisait déjà sombre, mais à ce moment-là, il semblait perdre toute couleur. Ses dents de devant dépassaient légèrement, comme si même son corps protestait contre ma cruauté. Peut-être que je ne m'attendais pas à des mots aussi durs. Mais j'étais rempli d'un poison que je ne pouvais pas contenir. Mes parents m'ont forcé à épouser mon cousin, un homme simple qui travaillait la terre. Il est bon, religieux, a des revenus stables, répète-t-il. Mais qu'en est-il de mon bonheur? Personne n'a demandé. Mon esprit était un tourbillon de révolte, et chaque mot qui sortait de ma bouche portait le poids de l'amertume qui me consumait. Je voulais lui faire du mal, lui faire ressentir le même mépris que j'avais ressenti pour ce mariage. Il m'a regardé, étonné. Que s'est-il passé, Zara? Ta tante ne t'a-t-elle pas laissé choisir les choses du trousseau? Il pensait que c'était juste un autre caprice d'enfant gâté, comme lorsque ma mère imposait ses vœux et que je m'en prenais ensuite à tout le monde. Mais c'était différent. Si c'était juste ça, je pourrais le gérer, répondis-je brusquement. Regarde-toi dans le miroir. Penses-tu que tu mérites de passer ta vie à mes côtés? Tu n'as ni beauté ni éducation. Ma famille a ruiné mon avenir. Les larmes coulaient sans retenue. Il restait silencieux, le visage défiguré par la douleur. Puis, entre deux sanglots, j'ai avoué, j'aime quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre avec toi. Il se releva, choqué. Zara, qu'est-ce que tu dis? Tu es fou? Ma réponse fut vive, pourquoi es-tu surpris? L'homme que j'aime est 1000 fois meilleur que toi. Beau, cultivé. Il ne pouvait s'en empêcher. Il se tourna et courut vers la salle de bain, les yeux déjà larmoyants. Et c'était vrai. J'adorais Uzer, un garçon que j'avais rencontré à l'arrêt de bus, sur le chemin de l'université. Étudiant, intelligent, charmant. Il y a d'abord eu des regards, puis un numéro de téléphone secrètement échangé. L'amour s'est épanoui lors d'appels nocturnes, tandis que je languissais dans ce mariage sans amour. Lorsque Ghulam Mohammad est sorti de la salle de bain, ses yeux étaient rouges et son visage était mouillé. Peut-être qu'il avait pleuré. Sans me regarder, il a étendu le tapis et s'est mis à prier. Au bout de quelques minutes, les sanglots l'envahirent. Je suis allé aux toilettes pour changer de vêtements. À mon retour, je l'ai trouvé allongé par terre, sur un drap étalé, un oreiller sous la tête. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis allongé sur le lit et je me suis endormi, comme si c'était juste un autre jour d'indifférence. À partir de ce moment-là, aucun de nous ne s'est adressé la parole. Le matin, il partait au champ et ne revenait que le soir, épuisé, sale de saleté et de sueur. L'odeur du travail manuel me donnait la nausée. Je le regardais avec dédain, détournant le visage dès que nos regards se croisèrent. Il a remarqué mon mépris et est allé dans sa chambre pour se laver. Au moment des repas, la tradition exigeait de manger dans la même assiette. Pour moi, c'était une épreuve. Les premiers jours, il touchait à peine à sa nourriture. Lui,
comprenant peut-être ma répulsion, a laissé la moitié du pain pour que je puisse manger sans dégoût. Je m'en fichais s'il partait à l'aube et revenait affamé, transpirant sous le soleil brûlant, se sacrifiant dans les champs. Pour moi, cela ne voulait rien dire. Tout ce à quoi je pensais, c'était Uzaïr, combien ma vie aurait pu être différente. Mon téléphone portable avait été confisqué par ma mère et, dans le village, les belles filles n'étaient pas autorisées à utiliser le téléphone. Lorsque le désir devenait insupportable, je ne me souciais pas des conséquences. J'ai exigé que Ghulam Mohammad me donne l'appareil. Je voulais entendre la voix d'Uzair. Il m'a regardé avec incrédulité, mais je n'avais plus honte. Je lui ai arraché le téléphone des mains et j'ai composé le numéro. Uzaïr était désespéré et inquiet pour moi. J'ai pleuré en racontant la cruauté de mes parents, leur mariage forcé. Ghulam Mohammad, en silence, étendit un drap sur le sol et s'allongea, comme s'il savait déjà qu'il n'y avait pas de place pour lui à ce moment-là. À partir de là, c'est devenu une routine. Chaque jour, je prenais son téléphone et parlais à Uzair. Il me voulait toujours, il a promis de me sortir de là. Une nuit, le signal était mauvais et Ghulam Mohammad dormait déjà. Je suis sorti dans la cour, où personne ne restait habituellement à cette heure-là. J'étais au milieu de la conversation lorsque quelqu'un m'a arraché l'appareil des mains. C'était mon beau-frère, les yeux flamboyants de colère. « Espèce de salaud sans vergogne. Tu as un amant et tu oses encore lui parler dans ma maison. » Sa voix résonna dans la cour, réveillant tout le monde. Ghulam Mohammad est apparu en se frottant les yeux. « Que se passe-t-il? Pourquoi tant de bruit? » Mon beau-frère n'a pas hésité, demandez à votre femme. Elle était dans la cour, en train de parler à son amant. Tout le monde me regardait, choqué. Je m'attendais au pire, qu'il m'expulse, qu'il m'humilie. Ce serait même mieux. Je pourrais retourner chez mes parents et, qui sait, enfin être avec Uzair. Mais Ghulam Mohammad, à ma grande surprise, m'a défendu. Menteur, dit-il avec une fermeté que je n'avais jamais vue chez lui. J'ai confiance dans le caractère de ma femme. Elle parlait à un ami, avec ma permission. Si quelqu'un doute d'elle ou met en question son honneur, il devra en répondre à moi. En quelques mots, il a fait taire tout le monde. L'affaire était close, mais ma colère n'a fait qu'augmenter. Je suis entré dans la chambre et j'ai explosé. Qui es-tu pour me défendre? Mon chemin s'ouvrait. Tu aurais pu croire ton frère, m'accuser et me renvoyer. Tu sais très bien à qui je parlais. Si j'étais parti. Je l'ai ouvert en serrant la main. Les mots qui y étaient écrits étaient simples, mais chacun d'eux brûlait comme un charbon dans ma poitrine. Zara, si tu lis ceci, c'est parce que je ne suis plus là pour te le dire en personne. Ne pleure pas pour moi. Je savais que je ne vivrais pas longtemps, mais Dieu m'a donné assez de temps pour prendre soin de toi. Tu as toujours été plus fort que tu ne le pensais. Je voulais juste que tu comprennes que l'amour n'est pas fait de belles paroles ou de promesses vides. Il est fait d'action, même quand personne ne regarde. Tu m'as accusé d'être ignorant, mais j'ai choisi de ne pas te corriger parce que je savais au fond que tu devais croire que pour te sentir supérieur, tu n'étais pas sûr de toi et tu n'étais pas ton héros. La terre qui te parle n'est pas une responsabilité. Non, par faveur, tu n'es pas coupable, mais tu as aussi eu une erreur, mais je t'ai montré que c'était vraiment un moment, et nous avons déjà eu une chose, ne te cache pas derrière des regrets. Laissez-le vous enlever votre avenir. Si un jour vous avez des enfants, apprenez-leur que l'honneur ne se trouve pas dans les paroles, mais dans les actions. Il ne faut pas oublier, mais aller de l'avant. Les larmes tombaient sur le papier, brouillant les lettres, mais n'effaçant pas le poids de ces mots. Ma belle-mère me regardait en silence, les yeux rouges d'avoir pleuré. Il a écrit ça la veille de son départ en ville, dit-elle, la voix brisée. J'ai dit que si quelque chose arrivait, je devrais te le donner. Je ne pouvais pas parler. Comment pourrais-je? Comment expliquer qu'en quelques mois seulement, cet homme que je croyais si petit soit devenu tout mon monde? Que ses absences, ses silences, ses choix ou tout ce que j'avais interprété comme de la faiblesse ont été en fait la plus grande preuve de force que j'ai jamais vue? Il ne m'avait pas défendu par des cris ou des menaces. Il m'avait défendu avec sa vie, avec sa dignité, avec la terre qui portait désormais mon nom. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je m'assis sur le sol de la chambre, tenant la lettre contre ma poitrine, comme si je pouvais absorber, à travers le papier, le peu qu'il en restait. Je me souvenais de chaque regard, de chaque geste, de chaque fois qu'il mangeait la moitié du pain pour ne pas m'embarrasser.
Je me souvenais du jour où il m'avait porté dans ses bras, où je me suis foulé la cheville, sans dire un mot, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je me souvenais de la façon dont il me regardait alors qu'il pensait que je ne le regardais pas, avec une tendresse que, aveuglé par ma propre fierté, je n'ai jamais su lui rendre la pareille. Aux funérailles, tout le village était présent. Les hommes qui avaient autrefois chuchoté à mon sujet inclinèrent désormais la tête en signe de respect. Les femmes qui me jugeaient pleuraient désormais à mes côtés. Mais je n'ai vu personne. Je n'ai vu que le cercueil descendre en terre, et avec lui, toutes mes certitudes, toutes mes erreurs, toutes les occasions que j'ai gâchées pour lui dire ce que je ressentais réellement. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ma belle-mère agenouillée par terre, en train de prier. Elle s'est levée et m'a tendu un petit paquet. « Il t'a laissé ça aussi », dit-il. À l'intérieur, il y avait un vieux livre, avec des pages jaunies et des notes en marge. Il s'agissait d'une copie du Prince de Machiavel. Sur la première page, une dédicace, à Zara, qui comprendra un jour que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer elle-même. G.M. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Lui, que je croyais analphabète, avait non seulement lu les classiques, mais il les comprenait aussi mieux que moi. Pendant que je me perdais dans des illusions d'amour et de statut, il étudiait la nature humaine. Pendant que je le rabaissais, il m'observait, me comprenait, m'aimait malgré tout. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose en moi s'est brisé à jamais. Pas le genre de rupture qui détruit, mais celui qui laisse entrer la lumière. J'ai commencé à prendre soin de la terre qu'il m'avait laissée. Non pas par obligation, mais parce que chaque graine plantée, chaque récolte était une façon de maintenir en vie ce qu'il avait construit. Ma belle-mère m'a appris ce que lui avait appris, comment négocier avec les commerçants, comment gérer les ressources, comment être ferme sans être cruel. Un an plus tard, j'ai reçu une lettre d'Uzer. Il était en prison, reconnu coupable de trafic d'êtres humains. La lettre était une demande de pardon, mais je l'ai déchirée sans la lire jusqu'au bout. Il n'y avait aucun pardon à accorder. Il n'y a eu que des leçons apprises difficiles, douloureuses, mais nécessaires. Parfois la nuit, quand le vent soufflait par les fenêtres de la maison, je jurais entendre ses pas dans le couloir. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé qu'il entrerait, avec ce sourire timide, et me dirait « Zara, arrête de travailler tard. Tu vas tomber malade. » Mais il n'y est jamais entré. Et je savais que je n'y rentrerais plus jamais. Puis un jour, j'ai décidé de ne plus vivre dans le passé. J'ai récupéré le livre qu'il m'avait laissé, l'exemplaire du Prince, et j'ai commencé à lire. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi un homme qui aurait pu être n'importe quoi a choisi d'être exactement ce qu'il était, simple, loyal, incassable. Et pour la première fois, j'ai compris. La vraie noblesse ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous faites. L'important n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous laissez derrière vous. Ghulam Muhammad n'avait pas besoin de diplôme ou de distinction. Il avait quelque chose de beaucoup plus rare, du caractère. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus la fille arrogante que j'étais autrefois. Je vois une femme qui porte les marques de ses choix, certains beaux, d'autres douloureux, mais tous réels. Et parfois, quand la nuit est calme et que le vent souffle fort, je ferme les yeux et j'ai l'impression qu'il est là. Pas comme un fantôme, mais comme une présence, calme, constante, comme la terre qu'il m'a laissée. Et puis, je souris. Parce qu'au final, il a gagné. Pas avec des mots, pas avec des gestes grandioses, mais avec la seule sorte de victoire qui compte vraiment, il m'a appris à être meilleur. Et c'est là, plus que toute autre chose, le plus grand héritage qu'un homme puisse laisser. J'ai ouvert la lettre. Et là, entre les lignes tremblantes d'une parole qu'il connaissait si bien, se trouvait le poids d'une vie d'amour tacite. Zara, je ne t'ai jamais dit que j'étais éduqué parce que l'éducation est un droit de tout citoyen, pas une raison de se vanter. Les mots me frappaient comme des coups. Lui, qui portait la sagesse en silence, qui n'avait jamais eu besoin de diplôme pour prouver sa valeur, m'a maintenant donné une autre leçon, même après mon départ. Depuis que je suis enfant, ma belle-mère a dit que je serais sa belle-fille. Et lui, encore un garçon, gardait ça dans sa poitrine comme une graine. Il a grandi et l'affection a grandi avec lui. Lorsqu'il a découvert que j'étudiais, il a commencé à admirer les livres. Lorsqu'il a découvert que j'aimais un plat, il s'est assuré de l'essayer également. Peut-être que je suis tombé amoureux par erreur, a-t-il écrit. Mais quelle douce erreur, quelle erreur bénie. Un amour né sans prévenir, nourri de petits gestes,
de choix simples, d'un dévouement qui n'exigeait rien en retour. Et puis, cette nuit-là, notre nuit où les mots que j'ai prononcés l'ont déchiré. Un homme peut supporter la faim, la douleur, la trahison, mais pas le poids d'entendre, à un moment où il devrait être le sien, que le cœur de sa femme appartient à une autre. Lui, qui n'avait jamais pleuré, s'est effondré là. Et moi, aveuglé par ma propre arrogance, je n'ai pas vu le sang couler de son âme. Chaque fois que je parlais à mon amant devant lui, chaque mot qui aurait dû être le sien seul était comme un couteau planté dans sa poitrine. Il a saigné en silence, jusqu'à ce que le cancer dévore son corps et je n'ai compris que lorsqu'il était trop tard. Mais lui, même mort, a pensé à moi. J'avais peur qu'après moi vous vous retrouviez sans ressources, a-t-il écrit avant de transférer la terre à mon nom. Tu es libre, Zara, avec tout l'honneur. Gratuit? Quelle ironie cruelle. Libre de refaire ma vie, oui, mais enchaîné à jamais à la culpabilité qui me dévore. N'importe qui pouvait m'accepter maintenant, sauf lui. Ton amour, qui aurait dû être mon refuge, est devenu ma punition. Et moi, qui l'ai méprisé dans ma vie, je n'ai appris à l'aimer que lorsque la terre l'a recouvert. J'ai crié, j'ai pleuré, je me suis arraché les cheveux. Ma belle-mère lui a demandé ce qu'il avait écrit. Comment expliquer? Comment pourrais-je dire que j'avais perdu non pas un mari, mais un amour que je comprenais seulement maintenant? Si seulement j'étais mort à ta place, Ghulam Mohammad, sanglotai-je dans le vide. Pourquoi as-tu aimé une personne égoïste comme moi? Si seulement tu étais en vie, j'aurais donné ma vie pour la tienne. Mais les larmes ne le ramèneraient pas. Rien ne l'apporterait. Aujourd'hui, à 50 ans, je suis toujours la veuve de Ghulam Mohammad. Non pas par obligation, mais parce que ton amour, que dans la vie je n'ai pas su valoriser, a grandi en moi comme un arbre immense, dont les racines s'enroulent autour de chaque morceau de mon âme. J'en ai marre de cet amour. Marre du désir, du regret, d'une douleur qui ne guérit jamais. Parfois, j'ai l'impression qu'il est mort il y a quelques heures à peine. Que je viens de lire ta lettre. Que le monde en moi est épuisé, mais que la blessure reste ouverte, fraîche, saignante. C'est pourquoi je demande aux femmes qui, fières de leur éducation, méprisent les maris moins instruits, ne commettez pas la même erreur que moi. Valorisez ceux qui sont à vos côtés. Parce qu'aucun amoureux du coin, aucun homme qui vous approche avec des paroles douces et des promesses creuses, ne sera aussi fidèle que celui qui vous a choisi sans condition. Celui qui, au lieu de l'honorer d'un mariage digne, veut juste la piéger. Si j'avais compris cela à temps, Ghulam Mohammad serait peut-être encore là. C'était notre histoire. Une histoire d'amour, de fierté et de pertes irréparables. Si cela vous a touché, partagez-le. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Miracle of Islam, faites-le maintenant. Et jusqu'à la prochaine histoire, la paix soit avec vous. Allah Hafiz.